Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Positive Mindset Pod. Chaque semaine, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle, Jolette Joseph. Jolette est une professionnelle avec une expérience étendue dans le plaidoyer pour la justice sociale, le journalisme, les affaires politiques, l'action humanitaire et la réduction des risques de catastrophes. Son parcours diversifié marqué par de rôles tant au niveau d'organisations gouvernementales que non gouvernementales, témoigne de son engagement à effectuer un changement positif dans les communautés, tant au niveau local que national et maintenant, on peut dire mondial parce que depuis quelque temps, Jolette évolue aux États-Unis. Nous sommes impatients d'explorer avec elle son parcours remarquable et de découvrir comment la positivité l'a aidée à naviguer dans les défis de sa carrière quand elle était en Haïti. Aidez-moi à accueillir vraiment chaudement notre invitée spéciale, Jolette Joseph. Salut Jolette. Salut Natacha, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Tu as écouté la présentation. Est-ce que j'ai omis quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour les invités, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent? Non, ça va. Eh bien, Jolette, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Et comme je viens de l'annoncer, on va parler de ton parcours professionnel en Haïti. On va quand même voir un tout petit peu comment tu évolues aux États-Unis. Mais le nœud du sujet, c'est vraiment ton parcours professionnel parce que c'était vraiment diversifié et tu vas nous dire comment la positivité t'a aidé. Donc, rapidement, est-ce que tu peux parler de ton parcours professionnel et des différentes étapes qui t'ont mené là où tu étais avant de laisser Haïti? Ok, mon parcours professionnel. Bon, il faut dire que et, en termes de parcours professionnel, j'ai étudié la communication sociale. En fait, je peux dire que j'ai fait mes études primaires, une partie à Saint-Louis du Nord et une autre partie à Port-au-Prince pour les études secondaires. Et puis après, j'ai étudié la communication sociale, mais bien avant, j'avais pris une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, j'avais dit à mon père que je vais apprendre l'informatique. Et j'ai commencé à apprendre ce qu'on appelait à l'époque WordPerfect, DOS, MS-DOS, etc. Donc, et puis après cette période, je me suis inscrite à la faculté des sciences humaines. Donc, il faut dire que dans un premier temps, quand j'ai passé l'examen, je pense que c'était en avril, et à la deuxième session, j'avais échoué et j'ai décidé que je vais retourner. Et donc, je me suis inscrite à nouveau et j'ai passé les examens. J'ai réussi, heureusement. Donc, j'ai passé 4 ans à la faculté des sciences humaines et j'ai commencé à travailler comme journaliste à Alter Press. Et à la fin de mes études à la faculté des sciences humaines, et pendant que j'étais à Alter Press, j'ai traversé dans le monde des ONG pour travailler avec Oxfam Grande-Bretagne à l'époque comme organisatrice communautaire dans un projet de gestion des risques et des désastres. Donc, et durant ce projet, j'ai travaillé avec les 5 mairies de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'agit de Port-au-Prince, Delma, Tabar, Carrefour et puis Pétionville. Donc, et pendant que j'étais à Oxfam, et j'ai caressé l'idée d'aller étudier à l'étranger. Et c'est comme ça, j'ai eu un ami qui m'a envoyé des liens d'études. Donc, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et c'est comme ça que je suis tombée sur un programme et d'action humanitaire parce que après et mon parcours comme organisatrice communautaire, j'ai eu 2 promotions à Oxfam. Une première promotion comme project officer et puis une deuxième promotion comme humanitarian program officer. Donc, je gérais le programme d'aide humanitaire avec le coordonnateur humanitaire à l'époque. Et puis après, on a eu une dame qui était devenue coordonnatrice humanitaire. Et ces deux-là, donc j'ai dit que, je pense qu'il me faut le bagage théorique puisque j'ai la pratique du terrain. Donc, je pensais qu'il me manquait le bagage théorique.
Donc, je me suis inscrite à ce programme en Suisse, à l'Université de Genève, qui est géré par le Centre d'action humanitaire et aussi qui est aussi géré par l'UHUD, qui est l'Institut des hautes études internationales et du développement, qu'on appelle en anglais the Graduate Institute. Donc, j'ai passé 1 an à faire un master en action humanitaire en Suisse. Et j'avais voulu aller en Afrique après les études. Et puis, pendant que j'étais en Suisse, on a eu le tremblement. Pendant que j'étais en Suisse, on a eu le tremblement de terre. Donc, de là étant, j'ai dit, donc ça ne valait plus la peine pour moi d'aller en Afrique puisque on a besoin de moi en Haïti. Bon, c'est ce Yeah. que je pensais. Non, mais c'était le cas. Ton pays est pratiquement à genoux, hein. Comment Yeah. aller aider d'autres pays si toi-même tu es une ressource qui peut servir Haïti? Je Donc, comprends très, très bien. j'ai pris la décision de retourner en Haïti. Il faut dire que quand je suis retournée, je pense, 2 mois après le tremblement de terre, c'était pour voir ma famille. Et puis après les études, je me suis dit que je vais retourner pour aller travailler. Mais ce qui était bizarre, quand je suis retournée, et 1 an après, c'était terrible. Et j'étais hyper déprimée. Et il n'y avait pas d'électricité. Il y avait pas, à l'époque, je n'avais pas de voiture. Donc, il n'y avait pas de transport public ou bien de transport en commun. C'était difficile pour trouver un tap-tap ou bien une camionnette pour monter à Pétionville. Donc, ça pouvait te prendre 1 à 2 heures de temps sur Delmar parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les camionnettes? Et les gens disent, bon, il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont retournés en province. Donc, c'est pour cette raison que c'était devenu très difficile et compliqué pour trouver le transport en commun très fluide, comme c'était le cas avant le tremblement de terre. Donc, il faisait hyper chaud. Mais dans ma tête, je pensais que, OK, tout le monde est en train d'aider. En Haïti, tu vas venir, tu pouvais aller dans n'importe quel camp et de personnes réfugiées pour pouvoir travailler avec les gens qui ont été affectés avec le tremblement de terre. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc, l'aide était hyper contrôlée, où chacun était dirigé par des ONG ou bien par des groupes de quartier, par des groupes de quartier. Donc, donc, c'était pas évident que tu pouvais te pointer comme ça et puis tu dis tu vas aider. Donc, finalement, la seule option qui me restait, c'était de chercher un boulot dans une institution et j'ai fait quelques... Oh, alors tu faisais tout ça en tant que volontaire. C'était pas un travail, c'était pas un boulot. Non, c'est ce que je voulais faire. Je voulais travailler comme volontaire. Et donc, mais c'était pas Yeah, évident. wow. Parce que après, j'ai compris que comme les camps étaient contrôlés, tu ne pouvais pas venir comme ça et travailler comme volontaire. Parce que je me rappelle, et j'avais des collègues aux Nations Unies quand j'ai eu mon emploi, ils voulaient faire un travail d'études dans les camps, et puis il y avait un Américain qui contrôlait le camp de Delma 32, je pense. And then, il voulait travailler ou bien aller poser des questions aux gens, et puis le type est venu, un Américain, il est venu, il dit, "This is my camp." Wow. This is my camp. So in order for you to talk to people, you need to have my permission. Imagine toi, tu es en Wow, un Américain, you need to have his permission to speak to your people. Yeah, to Haitian people, to the Haitian Oh people. my goodness, yes, your people. Oh my God, that's funny. Yeah. Donc finalement, comme je disais tantôt, donc j'ai cherché un boulot, j'ai travaillé pendant 2 semaines comme consultante avec Oxfam, comme j'avais l'habitude de travailler avec eux. Et puis de là, j'avais postulé pour un job aux Nations Unies. Ils m'ont appelé pour une interview et donc je suis allée, j'ai passé l'interview. Eh bien, c'était trop marrant parce qu'il y avait un Africain. C'est lui, cet Africain-là était dans le panel. Donc, c'est lui qui m'a reçu avant. Non, il n'était pas dans le panel. Il m'a reçu avant pour faire un peu de ce qu'on appelle screening, pour voir si j'ai... Si ça vaut la peine. Yeah. Et puis après, il m'a regardé, il m'a dit, bon, c'est vrai que tu as une maîtrise, mais et tu as des expériences dans l'urgence, mais avec ta maîtrise, tu n'as pas encore travaillé sur ta maîtrise. Je ne vois pas pourquoi on devrait t'embaucher. J'ai dit, mais monsieur, et votre organisation m'a appelé pour une entrevue. Donc, si vous avez un problème avec mes diplômes, avec mon expérience ou bien mes expériences, je m'en vais.
Carrément, je lui ai dit, donnez-moi mes papiers, je rentre chez moi, je ne vais pas passer l'entrevue. Parce qu'il était désagréable, un peu désagréable, je ne sais pas, probablement il y avait quelqu'un en tête, et pour le poste, j'en sais rien, parce que le type, il était vraiment désagréable envers moi. Et puis, après, il a dit, non, 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 tu es venu pour passer l'entrevue, tu vas passer l'entrevue. J'ai dit, OK. Et puis, c'est comme ça, j'ai été interviewée par 2 Américaines. Et l'une d'entre elles allait être et ma supérieure hiérarchique. Et c'est comme ça que j'ai été embauchée après l'interview. Donc, j'ai passé 3 ans, je pense, aux Nations Unies. Après, je suis allée travailler à l'ambassade de Suisse. L'ambassade de Suisse, c'était trop bizarre parce que c'était un poste pour la gestion de sécurité de l'ambassade. Après l'interview, ils m'ont fait passer des examens. C'était à l'ambassade de Suisse pour travailler, tu passes au moins 2 examens. Et tu passes au moins 3 interviews. Donc, tu passes l'interview avec la personne qui va être ton superviseur. Et puis après, j'ai passé une interview avec l'ambassadeur et 2 autres personnes qui font partie du conseil de l'ambassade. Et puis après, ils m'ont envoyé à la compagnie de sécurité pour passer l'interview. Mais j'ai pas voulu prendre le poste parce que je leur ai dit que je n'avais pas d'expérience dans ce domaine. C'est vrai que j'ai étudié un peu les questions de sécurité dans les situations d'urgence, etc., ou bien dans des contextes comme Haïti durant mon programme à Genève, mais je n'avais pas d'expérience. Je leur ai dit je ne veux pas faire et je ne veux pas prendre cette position. Mais tu avais appliqué pour le poste ou Oui, j'ai appliqué. Et quelqu'un m'a référé, il m'a dit, je pense que tu peux faire ce job et applique et puis tu vas voir. Donc j'ai appliqué, ils m'ont appelé. Et puis le type qui m'avait interviewé, c'était un Suisse, il m'a dit, oui, si, je pense que tu peux faire, parce que quelque part, je doutais de moi, je pense. Tu vois, j'avais pas confiance en moi et j'ai dit que je ne pense pas que je peux faire ce job. Et puis il m'a dit, non, je pense que tu peux le faire. J'ai confiance en toi, tu peux le faire. Wow. Et puis c'est comme ça, j'ai accepté. C'était un peu difficile, mais c'est parce que c'est un poste qui demande beaucoup de, comment dire, je peux dire, tu dois écrire beaucoup et tu dois faire beaucoup de recherches. Beaucoup de capacités rédactionnelles. Exactement, tu dois lire beaucoup. Et parce que je devrais rédiger le document de sécurité pour gérer l'ambassade. Donc, si on s'arrête un tout petit peu, parce que là, tu viens de toucher un point vraiment important. Tu as appliqué pour une position et puis à un certain moment, tu as voulu retracter. Exactement. En tant que coach, c'est ce qu'on appelle self-limiting belief, self-sabotage. Là, tu commences à te saboter toi-même, que tu n'es pas assez qualifié pour le poste, que, oh non, je ne vais pas pouvoir donner des résultats. Heureusement, il y avait quelqu'un qui a vu en toi ce que toi-même tu voulais ignorer, ce que toi-même tu voulais taire, qui étaient tes potentialités, ta capacité. Tout ça pourquoi j'ai refusé, parce que c'était une position qui n'existait pas à l'ambassade de l'ambassade. Donc, c'est moi qui allais donner forme à cette position-là. Donc, si c'était une position qui existait déjà, tu allais suivre les traces de quelqu'un, des documents et d'implémentation. Tu allais juste implanter ce qui a été déjà créé. Exactement. Mais maintenant, cette phase d'implémentation t'a fait peur. Et dis-moi, combien de temps tu as passé dans cette position? 3 ans. Wow! Parce que même je me rappelle le numéro 2 de l'ambassade, il a dit, honnêtement, Jolette, je ne pensais pas que ça allait marcher. J'avais des doutes. Et j'ai vu que tu as donné forme. Et je me rappelle. Tu vas partager avec nous ce secret-là de Secret Sauce. Durant ces 3 ans, de cette position que tu avais un peu manque de confiance, et pas même un peu, que tu avais beaucoup de manque de confiance en tes capacités, que tu voulais même abandonner. Heureusement, quelqu'un t'a encouragé parce que justement, le but de notre conversation, c'est pour les jeunes professionnels qui vivent encore en Haïti, qui nous regardent, qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir en Haïti. Je sais que la situation est difficile. Peut-être que Jolette et moi, nous ne sommes pas les meilleures personnes à vous dire que la réussite est encore possible. Mais
je pense que c'est un devoir pour nous de vous dire la vérité. Donc, Jolette, tu as passé 3 ans de cette position. Dites-nous qu'est-ce qui t'a aidé à donner le meilleur de toi-même et à y rester. Je pense qu'à un certain moment, comme j'ai vu que le monsieur qui allait être mon superviseur a beaucoup insisté pour me dire que tu peux le faire, et je me suis dit, mais bien sûr que tu peux le faire, mais pourquoi tu as peur? Donc, j'ai eu cette conversation. Self-affirmation, Yeah, affirmation positive. oui, j'ai eu cette conversation avec moi-même et je me rappelle justement que j'avais suivi un cours spécialisé et sur la sécurité et sur comment faire des analyses, etc. Il y avait un groupe, quand j'étais aux Nations Unies, il y avait un groupe qui était venu de New York et qui était venu faire, c'était un cours complet qui était très difficile. Il fallait passer un examen et il y avait des Américains dans ce cours qui maîtrisaient mieux l'anglais que moi, qui n'ont pas réussi. Et je me suis dit, ben, tu avais réussi le cours, hein? Et puis comment tu penses que tu ne peux pas gérer un poste de ce genre? Mais c'était beaucoup de responsabilités parce que je devrais gérer la sécurité du personnel avec la compagnie de sécurité qui gère la sécurité de l'ambassade. Donc, je devrais, et je me rappelle, j'ai été à une formation au département fédéral des affaires étrangères en Suisse. Et tu sais, le modèle qu'ils ont pris comme guide de sécurité, c'était notre modèle. Et, Wow! Bravo, girl! et ils m'ont demandé de partager le document avec les autres ambassades de la Suisse dans le monde. Comment tu t'es sentie à ce moment? Oh non, j'étais fière. Donc là maintenant, s'il faut que l'on s'arrête pour que tu lances un message aux jeunes haïtiens, aux jeunes professionnels haïtiens et haïtiennes qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent de leur capacité, de leurs compétences, quel serait ce message? En fait, je leur dirais que dans toute situation, il faut faire ce qu'on appelle un SWOT analysis, où tu analyses tes forces, tes faiblesses, et les menaces et les opportunités. En général, les forces et les faiblesses, ce sont ceux qui sont internes à toi-même, qui sont intrinsèques à toi-même. Alors que les opportunités et les menaces, ce sont deux éléments qui sont externes à toi-même. Donc, quand tu fais cette analyse de toi-même, en général, on pense qu'on peut faire le SWOT analyse seulement pour les organisations, les institutions, mais tu peux faire un SWOT analyse sur toi-même pour étudier tes faiblesses, étudier tes forces, et puis à partir de là, tu vois comment tu peux renforcer tes forces, et puis corriger tes faiblesses, et puis regarder comment tu peux jouer avec les menaces. Et je me rappelle de cette position, il y avait eu des menaces, parce que quand Quelles tu, étaient les menaces? quand tu gères la sécurité du personnel, il y a des gens qui sont hostiles à toi avec les règles que tu imposes. Et à un certain moment, il va falloir que je sois ferme, même avec l'ambassadeur. Je devrais être ferme. Et je me rappelle, Être ferme avec son boss, cela m'arrive toujours, hein? une fois, je l'ai forcé à dormir à Miobalais parce qu'il voulait rentrer Port-au-Prince. Parce que selon les règles, tu ne pouvais pas rentrer sur Port-au-Prince après 2 heures. Lui, il voulait rentrer. Yeah. Et j'ai dit non, tu vas dormir, c'est les règles. Et tu es le boss, tu dois donner l'exemple. Et puis, le lendemain, il est venu. Jolette, je te déteste. Qu'est-ce que tu lui as dit? Merci beaucoup, c'était pour ton bien. Tu me fais dormir dans un hôtel pourri. Yeah. Oui, en fait, là, ce que je viens de dire, c'est de faire un SWOT analysis. SWOT, S tient pour strength, force. W tient pour weakness, tes faiblesses. Le O, c'est pour opportunité. Et le T, c'est pour les menaces, threat. Donc, je vous invite, jeunes professionnels qui peut-être font face à des doutes, un manque de confiance ou doit accepter une opportunité, il faut d'abord faire cette analyse, regarder vos forces et faiblesses, et je vous a dit que les forces et faiblesses sont internes, sont intrinsèques à vous, les menaces et opportunités sont du dehors. Donc, il faut considérer tout ça et voir quoi, Jolette? Et voir comment embrasser ce qui te fait peur. C'est ce que je peux leur dire. Et parce que l'autre exemple de menace que je peux prendre, une fois dans cette position, il y avait 4
employés qui ont porté plainte contre moi. C'était 4 hommes, 4 blancs expatriés suisses qui ont porté plainte contre moi. Donc ça, pour moi, c'était une menace. Je pouvais perdre mon job. Donc, Donc, ces quatre-là, ils se sont mis ensemble ou bien c'était des plaintes séparées? Ils se sont mis ensemble. Ils ont envoyé un email. Je me rappelle, à ce moment-là, mon boss qui riait de ça, il a dit, tu t'imagines, Jolette, les quatre là, contre une nana. Donc, la raison est assez parce que généralement, ce sont eux qui sont toujours allés à l'encontre des règles. Ils refusent de respecter les règles. Les réfractaires. Et puis, ce jour-là, ils se sont plaints. Ils se sont plaints que je n'ai pas pu leur informer à temps d'une éventuelle menace, etc. Donc, ils étaient très fâchés. Et puis après, la direction a dit, bon, Jolette, tu sais, on va te soutenir parce que là, on sait que pertinemment, ils refusent de collaborer et d'obtempérer. Hein? Mais après, je me rappelle, il y avait l'un d'entre eux et après, ils ont dit, Jolette, tu sais, c'était pas contre toi qu'on a envoyé l'email, mais c'était plutôt contre l'institution, etc. Et puis, il y en a un qui m'a invité et à la fête, à sa fête de départ, parce qu'il allait laisser Haïti, j'ai dit non, je ne vais pas venir. Il a dit, ah non, pourquoi tu ne veux? J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas venir. Bon, il y a des gens qui m'ont dit que tu aurais dû y aller pour montrer que tu n'avais pas pris ça personnellement, mais non, j'ai dit quelqu'un qui a pris le soin d'écrire un email contre moi. Alors que c'est des gens avec qui je collaborais, j'avais de bons rapports, donc on n'avait pas un rapport tendu, tu comprends? Donc, et puis, sans me consulter, sans discuter avec moi pour voir ce qui pourrait être amélioré. Donc, vous avez décidé d'envoyer un email contre moi et puis maintenant, vous voulez que moi, j'aille fêter avec vous. Non, je ne suis pas comme ça. Si tu me fais quelque chose et de très mal et qui peut me coûter la vie ou bien causer ma carrière, non, je ne prends pas ce genre de choses à la légère. De toute façon, je ne fais pas partie de ces gens-là qui qui vont te dire que, en fait, je ne vais pas te dire que tu devrais y aller parce que en tout, il faut toujours te prioriser et voir faire ce qui est bien pour toi. Si tu ne te sens pas à l'aise avec quelque chose, ne le fais pas tout simplement. Mais maintenant, je comprends qu'il y avait beaucoup de difficultés. D'abord, il y avait les difficultés internes, cette lutte-là contre toi-même, cette manque de confiance, etc. Bien que au fur et à mesure que tu exécutais dans la position, je suis sûre que tu commençais à gagner de la confiance en toi, mais il y avait les menaces externes. Maintenant, dites-nous comment la positivité t'a aidé à manager tout ça jusqu'à passer 3 ans dans cette fonction. Il faut dire que j'ai côtoyé les aspects de développement personnel, de la positivité en soi. Tu avais lu mon livre? Non, bien avant. Bien avant. Et quand mon père est mort, je pense qu'à ma 2e année à la faculté des sciences humaines, j'ai rencontré une amie, une personne qui allait devenir une très bonne amie, c'est Natacha Vénus Pognon. Je la connais. OK, donc... Elle était dans le département de psychologie. Exactement, donc c'est une très bonne amie à moi, on est restés très proches. Donc, une fois, j'étais en train de faire un commentaire sur Jennifer Lopez, etc. Et puis j'ai dit, sur la cour à la faculté des sciences humaines, et puis j'ai dit devant tout le monde, j'étais d'accord avec elle. Et puis elle m'a dit, pourquoi tu es d'accord avec elle? Et puis je lui ai expliqué pourquoi. Et puis on s'est mis à parler. On a commencé à converser, etc. Et puis c'est de là qu'elle a dit, et puis qu'on commence à discuter. Et puis elle m'a dit qu'elle écoute des CD et développement personnel. À un certain moment, elle écoutait Mike Murdock, et puis elle écoutait aussi Ogmandino. Et puis elle m'a apporté... Wow! J'aime Ogmandino. Exactement. Elle m'a apporté, je pense que c'était des cassettes ou des CD d'Ogmandino. Et puis tous les soirs à la maison, j'écoutais. Mais à ce moment-là, je ne prenais pas vraiment ça au sérieux. Je ne savais pas comment les appliquer dans ma vie.
Yeah. Mais inconsciemment, le travail se faisait. Parce que au moins, dès que Oui. tu commences à écouter la positivité, le monde de développement personnel, bon, en fait, j'ai dit un monde parce que c'est tout un monde. Dès que tu y mets le premier pied, tu fais le premier pas, tu Yeah. commences déjà, il y a un déclenchement qui se fait en toi. Ça, c'est sûr. Et puis, donc, je commence à me regarder ou bien à me voir d'une autre manière. Et j'ai commencé aussi à regarder mes souffrances parce que à un certain moment, je les ignorais. Et quand mon père est décédé, et donc, cette amie-là, elle était d'une grande, comment D'un dire, grand support. D'un grand support. j'allais dire, non, j'allais dire un autre mot, mais ça m'a échappé. Donc, elle était là et puis elle a partagé des livres avec moi, des livres sur la positivité, sur le développement personnel et puis des CD que j'écoutais régulièrement. Donc, je vais venir attaquer. Ça, c'est juste pour te dire comment, où j'ai utilisé des outils. Et puis, je pense en 2004, et avant le débat qu'on a eu avec le départ d'Aristide, etc., je faisais partie d'un groupe avec professeur Harry Régis à Faculté des sciences humaines qui enseignait le Hatha Yoga. Donc, tous les samedis, avec Judith Blanc, qui était devenue aussi une bonne amie, on y allait et à la faculté pour pratiquer le Hatha Yoga. Donc, on faisait des exercices physiques et puis après, on pratiquait le yoga. Donc, quelque part, et je sentais que je reprenais et confiance en moi-même, mais aussi, je récupérais mon corps. Parce que quand tu pratiques le yoga ou bien quand tu pratiques la méditation, quelque part, ça te remet en toi-même. Yeah. Tu te recentres. Yeah. Yeah. Et puis, quand je suis allée en Suisse, j'ai commencé par pratiquer un tout petit peu la relaxation. Parce qu'en Haïti, je faisais que le yoga, je ne pratiquais pas du tout la méditation ni la relaxation. Donc, j'ai commencé par 10-15 minutes au début. Et c'était hyper compliqué parce que gérer ton esprit, pour calmer ton esprit, c'était pas évident. Donc, ce que je faisais ce qu'on appelait l'hypnose, l'auto-hypnose au début. Donc, et je pratiquais, il y avait une session d'auto-hypnose que je pratiquais. Et puis de là étant, je me suis dit, OK, je vais commencer avec la méditation. Parce qu'avec la méditation, c'est plus difficile. Et donc, j'ai commencé par 5 minutes au début, 15 minutes, 30 minutes. Maintenant, je peux faire 45, 1 heure de temps, m'asseoir en train de méditer. Donc, quand j'étais à l'ambassade avec toute cette situation de tension, etc., les séances de méditation m'aidaient beaucoup. Donc, j'ai beaucoup utilisé la méditation, bien les exercices physiques ou le yoga pour me décompresser. Donc, et je faisais du sport soit les matins ou bien les après-midi, ou bien je faisais le yoga soit les matins ou les après-midi. Et puis le matin, donc chaque matin, je méditais. Le soir, avant d'aller dormir, je méditais. Donc comme ça, j'ai évacué et ce que j'ai accumulé pendant la journée. Et pendant le COVID, je me rappelle que il y avait une autre forme de Hatha Yoga qui est un peu différente de ce que professeur Harry Régis nous avait enseigné à la Faculté des sciences humaines. Cette pratique de Hatha Yoga, c'était 1 heure de temps, c'était hyper long. C'était avec un vieux monsieur qui avait tout un groupe devant lui sur YouTube. YouTube, moi, j'adore YouTube. Les gens voient YouTube pour aller regarder des films ou bien regarder des vidéos de musique. Non, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre sur YouTube. C'est une université. Oui, D'ailleurs, YouTube a une université. Hein. Moi, j'apprends presque tout ce que je ne savais pas faire et que je ne peux trouver personne pour le faire sur YouTube. Je ne suis pas bonne en assembler des fournitures, des meubles, mais dès que j'ai quelque chose que je dois assembler, je vais sur YouTube, je vois comment faire. Il y a plein d'autres astuces. Donc, tout ce qu'on a besoin. Par exemple, tu parlais de Oprah auparavant, etc. En Haïti, je suivais beaucoup Oprah. Je sais que beaucoup d'Haïtiens ne l'aiment pas, je m'en fous, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, et j'écoutais ses émissions et des livres. Et les livres qu'elles utilisaient dans ces émissions, je les commandais sur Amazon. Intéressant, c'est ce que je faisais aussi. Sur Amazon, donc quand je rentre ici aux États-Unis pour venir voir ma famille,
Donc, je les récupère pour rentrer en Haïti. Et avec moi, en Haïti, il y avait une session. Donc, déjà, tout ce que je savais en termes de méditation, de pensée positive, d'affirmation positive, donc je les pratiquais déjà quand j'étais en Haïti. Et je pense aussi c'est ce qui m'a beaucoup aidé ici aux États-Unis parce que je pense que c'est un pays qui est extrêmement difficile à naviguer, surtout professionnellement. Quand tu rentres du travail, tu te sens complètement vidé. Donc, il te faut des outils pour avoir les pieds sur terre, pour ne pas se sentir trop stressé et puis pour pouvoir se lever le lendemain pour recommencer. Donc, j'utilisais ces outils-là quand j'étais à l'ambassade et même quand je suis retournée aux Nations Unies après mon travail à l'ambassade. Donc, je méditais beaucoup. Donc, c'est pour ça, quelque part, je gardais toujours mon calme, même quand la situation se dégénérait. Mais à un certain moment, après la mort de Nettie, et je me rappelle que 2 mois après, je suis venue ici voir ma fille qui était déjà là avant moi. Et puis, elle pleurait beaucoup pour moi. Elle avait peur que je me fasse tuer en Haïti. Et non, 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 pas que tu te fasses tuer. On te tue. Personne ne se fait tuer. Exactement, Personne. qu'on me tue en Haïti. Et puis, quand je suis retournée, une fois, j'étais au bureau parce qu'il n'y avait pas de carburant. Je roulais à vide pour aller travailler. Wow. Et un jour, je suis arrivée au bureau et j'étais complètement craquée. Je me suis mise à pleurer et tout le monde est venu. Ils sont allés demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pleurais. Et puis après, j'ai dit, you know what? I need to do something about my life. And I need to be there for my daughter. And I cannot give more of myself to Haiti. Wow. So, yeah. J'allais poser une question sur quelques difficultés, mais là, tandis que tu enclenches avec ton déplacement géographique, si je peux le dire ainsi, on va y rester. Mais laisse-moi juste, parce que tu as beaucoup parlé et je dois faire ce petit ramasser-là pour les gens qui nous regardent, parce que l'objectif de ce podcast, l'objectif de cette conversation, c'est non seulement de vous inspirer, mais aussi de vous renforcer. Jolette vous a expliqué l'une des choses principales qui ont été d'une grande aide pour elle, pour naviguer les difficultés de la vie, les difficultés professionnelles auxquelles elle faisait face en Haïti, c'était le développement personnel, le pouvoir de la méditation, les affirmations positives, en gros, le mindfulness, ici et maintenant. Et elle a expliqué, cela n'a pas été facile de calmer son esprit. Ça, je le sais, c'est un problème pour nous autres, high achievers, des professionnels de grandes ambitions. Notre esprit travaille à 200%, même quand on dort. Pour cela, j'ai une petite technique que je vais confier aux auditeurs, auditrices et internautes de Positive Mindset Podcast. C'est un exercice que je fais avec mes clients. Toujours, je vous invite à prendre au moins 30 minutes, au moins pour vous, de la matinée, parce que dès que vous mettez vos pieds dehors, vous ne savez pas comment le reste de la journée va tourner. Pour vous recentrer, pour rentrer sur vous-même, pour méditer, pour faire ce qu'on appelle le self-reflection, pour entrer en vous-même et voir ce que vous voulez vraiment pour vous. Ne vous laissez pas mener par le monde, ne vous laissez pas mener par le dehors, mais c'est à vous de créer votre monde. Et ensuite, elle a parlé de méditation. Si vous n'avez pas les techniques de méditation, je viendrai sous peu avec une conversation avec un expert dans le domaine. Mais c'est très, très, très important. Pour le moment, je vous invite à commencer avec des méditations guidées que vous allez trouver
dans cette université YouTube, que je l'ai et moi, nous aimons tellement, commencez avec 10 minutes de méditation guidée par jour. Ça peut être des méditations positives et le soir, ça peut être des méditations pour vous relaxer. C'est très, très important. Il n'y a pas que votre corps qui a besoin de nourriture, d'aliments. Il y a votre esprit aussi. Nourrissez votre esprit de choses positives. Et si vous êtes un internaute qui suit un abonné de Positive Mindset Podcast, c'est déjà parce que cela est important pour vous et vous êtes à la bonne place. Oui, Jo, on va continuer maintenant de Haïti aux États-Unis. Comment ça a été pour toi durant les premiers jours? Pour te dire la vérité, durant les premiers jours, je me sentais bien. Dans le sens que tu sais que tu viens de passer au moins 4 ans de pays loc, de manifestations, de radio. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais toutes les stations de radio dans nos oreilles, là, moi-même, pendant beaucoup de temps, même quand je n'avais rien de radio ou de téléphone ouvert, c'est comme si j'entendais dans ma tête, hey, papa, ici, tel côté bloqué là, barricade lancée à venir, campé derrière, etc. OK. Vas-y, je l'ai. Donc, et rater le carburant, les lignes que tu devrais prendre pour acheter de gaz propane, etc. Donc, quelque part, je me sentais bien. Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui critiquaient le fait qu'il y avait certains d'entre nous, on laissait le pays et puis on affichait des photos où on était content, etc. Bien sûr, on devrait s'afficher notre contentement parce que tu venais de vivre 4 ans de privation. C'est vrai que les gens qui étaient dans les rues réclamaient du changement et le faisaient pour que le pays puisse se changer, mais quelque part, ça nous a affectés mentalement. Je comprends. Et cela n'a pas été facile. Tu dis que tu étais bien. Oui, j'aimerais mettre un adjectif, un autre adjectif. Comment tu t'es senti? Je me sentais relax, je me sentais bien de pouvoir sortir sans penser au kidnapping, sans penser aux attaques ou bien sans penser aux routes bloquées, etc. Mais je me sentais un peu perdue. Perdue géographiquement. Parce que j'avais l'habitude de venir aux États-Unis, de passer au moins 15 jours, 2 semaines. Mais je savais que j'étais là pour une période bien déterminée. Et puis, donc, je dépendais de ma sœur pour sortir avec moi, etc. Donc, connaître les lieux n'était pas vraiment important pour moi en ce sens parce que j'avais des gens qui étaient là pour me supporter, pour sortir avec moi. Mais maintenant, j'ai pris la décision de venir y vivre. Donc, ça fait une différence parce que à ce moment-là, je devrais apprendre à connaître la ville dans laquelle je vis. Je devrais apprendre à connaître le fonctionnement de la ville. Je n'avais pas de voiture. Je devrais savoir comment prendre le bus, etc. C'est vrai, ma soeur, elle avait une voiture, ma petite soeur qui avait laissé aussi à Haïti. Donc, je n'avais pas encore de permis de conduire. Bon, même si des gens disaient que tu pouvais conduire avec ton permis d'Haïti, mais je m'étais dit non, je devrais aller passer le test, faire les pratiques, connaître les rues avant de pouvoir prendre le volant. Donc, dans les 6 premiers mois, j'étais complètement dépendant de ma famille, et le fait que c'était un peu difficile pour moi de m'orienter géographiquement, je me sentais un peu perdue, tu vois. Mais j'avais pris la résolution aussi de dire que je vais prendre une année sabbatique pour ne pas travailler. Mais je ne savais aussi que ça allait me prendre au moins 6 à 1 an pour trouver un papier de travail. Donc, quelque part, et je m'étais dit, OK, je vais utiliser cette période-là pour prendre une pause de manière professionnelle. Mais ce n'était pas le cas. Parce que j'allais demander, hein, est-ce que tu avais pris cette pause? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a empêché de la prendre? Parce que à un certain moment, j'ai dit, OK, c'est vrai que je devrais prendre la pause et professionnelle, etc. Mais il y avait des choses qui m'intéressaient sur le plan académique. J'avais voulu changer de carrière. Je n'avais pas voulu travailler dans le monde des non-profit comme c'était le cas avant. Donc, j'ai dit, OK, comme le marketing
j'ai étudié la communication, mais le marketing, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis, les réseaux sociaux, que j'aime, et que j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que je vois que, parce que les gens, bon, moi, les gens, ils prétendent qu'ils n'aiment pas. Mais maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Que ce soit les célébrités, que ce soit les présidents, les politiciens, etc., aux États-Unis. En Haïti, les gens ont toujours cette réticence, mais maintenant, ils ont vu que c'est important. J'ai vu que des politiciens commencent aussi à s'investir dans les réseaux sociaux en Haïti. Donc, j'ai dit que, OK, je vais combiner, OK, digital marketing, pourquoi pas? Et déjà, ma mère, elle avait une émission, je gérais la page de ma mère, j'ai pu lui faire au moins des milliers d'abonnés sur la page. Donc, bon, donc tu vas nous faire des milliers d'abonnés là avec le podcast, hein? J'ai dit que donc si je pouvais aider ma mère, donc c'est quelque chose qu'il faut puiser. Donc j'ai décidé que je vais apprendre le marketing et le digital marketing. Donc j'ai vu ce programme à l'université of Miami, University of Miami. Donc je me suis inscrite, mais pendant que j'étais en Haïti, j'avais déjà en fait, je devrais aller à NYU, New York University. J'avais une admission et une bourse partielle pour NYU, pour aller étudier le social work. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et quand j'allais demander le visa étudiant, ils m'ont refusé le visa étudiant parce qu'ils ont dit, OK, oui. En dépit du fait que j'ai démontré que je pouvais payer la première année, mais ils ont dit que le fait que je n'ai personne en Haïti, ils ne pensent pas que je vais retourner. Donc ça, c'était leur logique. Donc, ils refusent de me donner le visa étudiant. Donc, quand je suis rentrée ici, University of Miami, I'm not university, New York University voulait que je fasse le programme quand même. Mais comme je n'avais pas encore de statut, donc c'était compliqué. Donc, en fait, est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire pour les gens qui nous regardent? Ouais. Quand j'ai dit que je n'avais pas statut, quand tu viens d'entrer, donc j'étais entrée, je suis venue avec mon visa, donc je n'avais pas de statut réfugié, je n'avais pas de statut TPS. On m'a dit avec TPS, je pouvais aller étudier à New York, à l'université de New York. Mais comme je n'avais aucun statut pour le moment, donc je ne pouvais pas. Et donc, j'ai annulé, j'ai écrit à l'université, je leur ai dit que je vais annuler. Du coup, j'ai perdu la bourse partielle qu'ils m'ont donnée. Mais ce que j'avais fait, quand j'étais en Haïti, j'avais commencé un programme de social work avec University of Michigan, mais c'était sur Coursera. Donc, mais c'était un programme payant. Donc, j'ai continué avec ce programme-là. C'était un master track. C'est un certificat master track en social work. Et c'est 8 cours qu'ils te donnent, donc sur 8 mois. Donc, j'ai terminé ce programme-là pendant que j'ai dit que j'allais prendre une année sabbatique. Donc, c'est intéressant. Là, ce que je retiens, tandis que tu étais en Haïti, tu avais commencé un programme, un cours sur social work, travail social en français, et sur Coursera. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Pour vous, chers professionnels haïtiens, il n'y a pas d'excuse. N'importe où vous pouvez étudier. S'il y a un domaine qui vous intéresse, renforcez vos capacités. Vous avez les minutes, les mégabytes sur votre téléphone. Vous montez et descendez sur les réseaux sociaux, mais la technologie offre plein d'avantages. Pas seulement les réseaux sociaux. Il y a plein de plateformes comme Udemy, comme Coursera, que vous pouvez vous inscrire, et même LinkedIn maintenant, il y a des programmes de formation, il y a des universités, de grandes universités dans le monde comme Harvard University, comme Stanford University, et ils ont des programmes gratuits. Ils ont des programmes de formation gratuits. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de vous renforcer, de vous aider à renforcer vos capacités. Là, c'est un domaine, c'est un point que je ne pouvais pas négliger. Donc, je dis toujours aux gens, OK, moi, je vais souvent sur les réseaux. Même si je vais sur les réseaux, je réserve toujours au moins 3 ou 4 heures de temps pour apprendre quelque chose sur mon ordinateur. J'apprends toujours des choses. Toujours apprendre quelque chose de nouveau.
Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme une bicyclette. Si vous n'avancez pas, hein, vous allez perdre l'équilibre. Donc, ne dites pas que vous avez déjà un degré universitaire, mais le monde bouge, les choses changent, il faut vous recycler, il faut vous mettre à jour. Donc, comme Jolette vous a dit, et moi, je soutiens ça, il faut toujours apprendre quelque chose de nouveau. On arrive pratiquement à la fin de cette si belle conversation, Jolette. Maintenant, s'il y a un conseil que tu devrais donner à un jeune professionnel qui vit présentement en Haïti dans les moments difficiles là, que nous savons, qu'est-ce que tu dirais? C'est difficile. Je sais que les gens en Haïti, en ce moment, ils souffrent beaucoup. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas accès à Internet, même ceux ils utilisent leur téléphone, etc. Donc, même si vous utilisez votre téléphone pour aller sur les réseaux, mais au moins, si vous pouvez faire 5 à 10 minutes sur YouTube pour apprendre à calmer votre esprit par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre en Haïti, ça peut faire une différence dans votre vie. Et puis, je pense qu'il y a un dicton qui dit, plus ça va mal, il faut lire beaucoup. Il faut pas négliger. Il faut lire. Si vous venez chez moi, vous rentrez dans ma chambre, vous allez au moins trouver 10 livres sur mon lit. Ma chère, tu n'es pas la seule, hein, on va dire. Bon, heureusement, je n'avais pas préparé, tu vois. Donc, tu vois. Et c'est pas fini. Il y en a tellement. Pendant que je te parle, j'ai Bell Hooks, Feminist is for Everybody. J'ai Robin Hood, that's Women Who Love Too Much. Do you love too much, girl? C'est très bon livre. Oh, je connais ce livre. C'est très, très bon. Et soulève un tout petit peu pour que les gens puissent voir. Yeah. The Mountain is You. Merci, Jolette. Dans ce livre, il vous montre les obstacles que vous rencontrez et qui commencent en vous. Et donc, puis, tout ce dont vous avez peur à l'extérieur, la peur, c'est seulement ce que toi, tu as à l'intérieur. The mountain is in you. La montagne de peur que tu as, la montagne d'hésitation que tu as, c'est au fond de toi. Donc, c'est à toi d'affronter cette montagne de peur et tu vas voir, ce n'était qu'une apparence. Exactement. Et puis après, j'ai The Art of War. L'art de la guerre. C'est un livre que j'aurais recommandé. Tu vois, Jolette, ça tombe bien parce que un point pour ce show-là, pour ce podcast, c'est de proposer des livres de lecture, des livres de développement personnel. Et je n'avais pas demandé à Jolette de préparer ça. C'est moi qui allais vous présenter et des livres. Hein. Mais maintenant, vas-y, Jolette. L'art de la guerre. Oui, l'art de la guerre avec Sun Tzu. Donc, c'est un livre qui te donne beaucoup d'informations sur comment gérer ton adversaire, comment gérer les gens qui te sont proches. Et les gens qui sont dans le marketing, ils lisent beaucoup ce livre. Donc c'est un livre que je vous recommande de lire. Et un secret que je vais vous donner là maintenant, parce que vous êtes un abonné à Natacha et à The Positive Mindset Podcast, ce livre, vous allez trouver une version gratuite sur YouTube. Et si vous... Tout à fait. Et si vous voulez la version audio, elle est disponible. Et la version audio est disponible. Comme je l'ai dit, ce livre va vous aider à mieux comprendre et à gérer les gens autour de vous. Mais ce que moi, j'aime davantage, ce livre va vous montrer à vous gérer d'abord. Si vous voulez gérer le monde autour de vous, commencez par vous gérer. Commencez par gérer vos émotions. Moi, quelqu'un m'a recommandé ce livre, tandis que j'étais intéressée à faire de la politique en Haïti. Et j'ai mené tellement de combats et je peux dire, comme apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Ou bien, un bon créole, moi passé dans salle rasoir, gilette, au moins, moi sorti sain. Ce livre m'a aidé à contourner tant de coups bas dans ma vie, dans la politique en Haïti. Et aussi, je l'a dit, en marketing, si vous avez une entreprise, comprendre les réactions humaines, comprendre vos familles, comprendre vos amis. Lors de la guerre, ça ne va pas vous montrer à faire la guerre, mais ça va vous montrer comment épargner la guerre. Et puis le dernier que j'aime beaucoup, c'est How to be a Boss.
j'ai déjà lu Be a Triangle qu'elle a écrit. C'est Lily Singh. Elle est une comédienne. Elle est canadienne, mais elle évolue aux États-Unis. Et elle est très populaire sur YouTube parce qu'elle a commencé justement comme YouTubeuse. Et puis, Je ne la connaissais pas avant, mais là maintenant, tout de suite après notre conversation, je vais faire mes recherches. Elle a commencé comme YouTubeuse et puis finalement, elle a vu qu'elle avait du talent pour la comédie. Elle s'est lancée dans la comédie et puis maintenant, elle joue aussi dans des films. Elle a trouvé sa passion. Et elle a écrit ce livre pendant, non, je crois, the other one, How to Be a Triangle. Elle a écrit ça pendant le COVID. Donc, je l'aime beaucoup. Mais là, je te félicite, hein. Je te félicite. Là, tu es une femme forte. Une femme qui lit, c'est une femme forte. Et je vais finir ce rubrique, justement, un dernier livre, parce que là, avec l'heure de la guerre, je ne vais pas proposer trop de lecture. Et c'est vrai que le livre est en anglais, mais j'ai traduit le titre pour vous et c'est disponible sur YouTube. Un autre livre que j'avais envie de proposer après l'émission d'aujourd'hui, c'est How to Prosper in Tough Times. Hard Times. Pour les gens qui vivent en Haïti, comment prospérer dans des moments difficiles. C'est un livre de Napoléon Hill, c'est plusieurs auteurs, James Allen, Joseph Murphy. Donc, je vais mettre le titre en bas dans la description. Quand vous regardez l'émission, vous pouvez regarder, lire la description et vous allez voir. Et aussi, Jolette a beaucoup parlé de développement personnel, d'intelligence émotionnelle. Il y a ce livre. Je vais mettre le lien aussi en bas. La lecture va beaucoup vous aider parce que le navire qui ne coule pas parce qu'il est sur l'eau. Le navire coule quand il laisse l'eau pénétrer à l'intérieur. Donc, c'est vrai, je comprends que la situation est difficile en Haïti. Vous avez le devoir de vous protéger physiquement. Et aussi, je recommande aux gens d'apprendre un métier sur Coursera, sur Udemy pendant que ça va mal. Parce que après, on va avoir besoin de ressources. Donc, plus vous avez de compétences, plus vous serez utile à votre pays, plus vous serez utile à Haïti. Et maintenant avec la technologie, vous pouvez travailler n'importe où. Wonderful. Et sur cette note-là, vraiment, je pense que je peux mettre fin. Tandis que ça ne va pas, tandis que ça va mal, profitez pour apprendre quelque chose de nouveau, profitez pour renforcer vos capacités parce que après, quand tout reviendra normal, parce que là, dans cette situation, on ne va pas pouvoir y rester, quelque chose doit changer. Et je pense que on doit, l'autre a dit que nous avançons de bim en bim jusqu'à la bim finale. Donc là, je pense que c'est vraiment le point le plus bas qu'un peuple puisse être. Donc, tandis que ça va mal, protégez-vous physiquement et mentalement, mais aussi renforcez vos capacités. Quand tout ira bien, quand tout ira pour le mieux, le pays aura besoin de vous, le pays aura besoin de nous. Merci Juliette, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, désolée, il y a ma fille qui apparaît dans le dos. On va voir ça. Donc, non, mais c'est bon, hein, parce que tu es une maman, même si on n'a pas parlé de ce point-là. Et Jolette est une mère, elle élève sa fille ici aux États-Unis et ce n'est pas facile. Heureusement pour elle, elle sait comment se recentrer. Elle fait la méditation, les affirmations positives. Elle lit des livres motivants. Et maintenant, je comprends pourquoi tu étais l'une parmi les premières personnes dans la vente signature de mon livre. Avant-hier, j'ai regardé les vidéos et je t'ai vu dans la ligne. Donc, merci Jolette d'avoir accepté mon invitation et j'espère que les gens là, mon audience va être contente de cette belle conversation qu'on a eue aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi. Et quand tu m'as dit que ça allait être en français, j'ai dit, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé le français. Ça fait longtemps que je ne m'exprime pas en français. Donc, j'ai un ami qui n'est pas haïtien, qui habite ici, à Atlanta. Et puis, de temps à autre, il m'appelle et puis on fait la conversation en français. Mais le français, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, depuis au moins 2 ou 3 ans, je pense. Tu n'es pas la seule, ma chérie. Et moi, je ne veux pas oublier mon français. C'est pourquoi ce podcast est en français et en anglais aussi pour me challenger. OK. Comment je peux dire ça, hein?
Justement, je veux peaufiner ma prononciation anglaise là, et puis j'ai OK. décidé de me lancer. Donc, si j'ai un podcast, là, je vais combattre mes voix intérieures qui me disent que ce n'est pas encore bon là, tu ne peux pas parler l'anglais. Exactement. Donc, ces deux-là, c'est vraiment bien pensé. Français pour ne pas oublier mon français et anglais aussi pour Et c'est la progresser. raison pour laquelle j'avais pas voulu faire en anglais. J'ai dit, ah, peut-être mon accent, c'est très mauvais, etc. Je ne Si sais pas. seulement je savais. La prochaine fois que tu recevras une invitation de moi, ça va être en français. Ton accent, c'est ton accent, ça fait partie de toi. Tu n'as pas à être honte, tu n'as pas à avoir honte de ton accent, ma chérie. Tout ce que tu dois faire, c'est de maîtriser les règles de la langue. Merci, Jo. Ça a vraiment été un plaisir. D'accord, plaisir partagé et puis bonne soirée. D'accord, merci, au revoir. Voilà, on a eu une excellente conversation avec Jolette. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai particulièrement aimé. Donc, n'oubliez pas, The Positive Mindset Pod, c'est votre rendez-vous tous les dimanches de 4 heures, heure Pacific Standard Time, heure de l'Ouest, ou 7 heures, heure de l'Est, pour venir puiser, comme vous l'avez fait aujourd'hui, de ces histoires inspirantes des gens comme vous qui ont tiré profit, bénéfice de la positivité. Je remercie mon équipe, mon excellent graphiste Manassé, mon éditeur qui édite mes vidéos, Devin, et mon sponsor officiel pour ce podcast, Ideal Mind and Body. Et on espère que d'autres sponsors vont venir à nous, pour nous aider à répandre la positivité autour de nous. Je vous aime bien. À très bientôt.